Pour point d'attaque, je pense que, en tant que sympathisant des sociaux-démocrates et partageant les valeurs de la social-démocratie qui sont la démocratie, la liberté, l'égalité et la solidarité, il est normal qu'au moment où le Maroc s'apprête à intervenir, à revoir ses relations avec le reste de l'Afrique, parce que pour moi, le Maroc est un pays africain, et situé géographiquement sur le continent. Donc, même si le Maroc est à l'interface, le Maroc est un pays africain. Donc, au moment où le Maroc a pu avoir de la croissance et est cité parmi les pays émergents et que le Maroc cherche à se repositionner sur le continent africain, parce que le roi Mohamed VI, depuis 2003, a impulsé une nouvelle diplomatie sur le continent où il a montré clairement que l'Afrique a de l'intérêt aux yeux du Maroc. Au moment où le Maroc se repositionne donc sur le continent africain et que les socialistes marocains sont au plan intellectuel et politiquement très forts au Maroc, nous pensons que au moment où toutes ces transformations se déroulent sur le continent et que l'Afrique sort de plusieurs décennies de politique libérale imposée par les programmes d'ajustement structurel, par les documents de réduction de la pauvreté et qui ont augmenté et accéléré la pauvreté sur le continent, il est normal que le Maroc définisse ses rapports sur le continent en ayant à l'idée un peu de solidarité, un peu de politique sociale, et cette politique sociale doit être revue. Et comme j'interviens dans l'AS question litigieuse, nous avons observé sur le terrain que le Maroc effectivement fait du social, mais le Maroc fait du social de façon classique, c'est-à-dire on donne quelques bourses et on construit quelques bâtiments dans les universités, etc. Non, il faut que les socialistes marocains repensent, puisqu'ils contribuent à l'élaboration, à la définition des politiques dans le pays. Il faut que les socialistes marocains se positionnent par rapport à l'idéologie qu'ils partagent, sinon l'histoire retiendra qu'ils se sont lancés simplement dans les mêmes sentiers que les conservateurs ou les libéraux. Donc, c'est en gros le fond de ma pensée, et je pense qu'il faut le dire, on l'a déjà dit ce matin, le Maroc est un pays effectivement à l'interface, parce que le Maroc s'est arrimé à l'Occident, à la France, à l'Italie, à l'Espagne, pour avoir cette émergence-là, cette croissance économique qui fait que le Maroc a beaucoup de choses à proposer aux pays sous-développés. Donc le Maroc est quand même très attaché à l'Occident, à l'Europe, et le Maroc entretient beaucoup d'échanges économiques, de coopération avec l'Europe. Et la question litigieuse ici que nous devons nous poser, il faut que le Maroc se prononce clairement sur son appartenance au continent africain, parce que quand on nous dit « et l'Afrique », enfin, les significations, l'interprétation qu'on peut donner et l'Afrique, dans l'Afrique, et dans la tête, les représentations que les Africains peuvent avoir de ces nouvelles relations peuvent varier. Nous pouvons penser que les Marocains pensent qu'ils ne font pas partie de l'Afrique, que l'Afrique constitue un autre monde et que le Maroc veut entretenir une nouvelle relation. Et beaucoup d'Africains ne connaissent pas beaucoup le Maroc. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de Marocains qui ne connaissent pas l'Afrique. Je pense qu'il faut aussi faire un travail. Tout à l'heure, ce matin, un intervenant dit qu'il faut être à l'écoute de l'autre. Ça là, c'est quelque chose de fondamental. Si le Maroc veut vraiment construire des relations durables avec
l'Afrique, le Maroc doit s'inscrire dans cette dynamique. Donc, deux points d'ancrage. Il y a les politiques sociales dans le positionnement du Maroc en Afrique. Et le deuxième point, l'arrimage du Maroc à l'Occident et quelle est alors la place de l'Afrique. Il n'est pas un secret de polichinelle que le Maroc a connu beaucoup de développement ces derniers temps et a des compétences dans des secteurs variés, l'aéronautique, les transports aériens, la santé, l'éducation. Et c'est normal que lorsqu'un pays a ces compétences, que ce pays cherche à se projeter dans le reste du monde. Ça, c'est une voie classique. Alors, mais le Maroc doit aussi faire attention et savoir que lorsqu'il redéfinit sa position par rapport à l'Afrique, dans quel contexte le Maroc redéfinit sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Je donne deux éléments. Un contexte de crise dans les pays développés qui n'arrivent plus à absorber les matières premières parce que les devises, l'argent, les ressources des pays africains, des pays pauvres, relèvent surtout des matières premières qu'ils vendent et de l'aide extérieure. Comme les pays occidentaux sont en grève et n'arrivent plus à acheter ces matières premières parce que la Chine leur fait la concurrence et parce qu'ils manquent de moyens, ils se replient sur les problèmes intérieurs, ils n'arrivent plus à investir beaucoup à l'étranger et à aider les pays africains. C'est dans ce contexte-là que le Maroc revoit sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Deuxième élément, les pays africains sont dans des conditions difficiles. Plusieurs années de programmes d'ajustement structurel qui ont accéléré la pauvreté ou accentué la pauvreté sur le continent. Et les Africains ne veulent plus de modèles, enfin, ne veulent plus. Tout à l'heure, il y a eu un petit débat autour de l'émergence, c'est-à-dire on a l'impression en Afrique que souvent on nous propose des concepts, des modèles, et chaque fois ces modèles-là échouent. Et nous avons pris le temps d'analyser toutes ces politiques qui nous ont été proposées. 30 ans après, je fais un travail là-dessus, et nous avons constaté l'échec de toutes ces politiques. Et nous pensons maintenant sur le continent des voies alternatives. Pourquoi pas des pays africains ne peuvent pas collaborer entre eux, créer des banques et jouer sur les stratégies des puissances pour pouvoir sortir de l'origine de ces puissances-là. Ce que nous voulons, par exemple, suggérer au Maroc, c'est d'être simplement attentif aux réalités du continent et de ne pas venir par des sentiers d'un libéralisme sauvage. Sinon, la réaction des Africains ne se fera pas tarder. Deuxième question décisive, pour faire court, c'est que nous devons reconnaître, je ne veux pas faire l'éloge du Maroc, mais nous devons reconnaître que le Maroc a des liens historiques très tissés avec l'Occident et l'Europe. Je rappelle que le Maroc, à un moment donné, sous le roi Hassan II, a voulu entrer dans l'Union européenne. Donc, il y a eu cette tentation et le Maroc essaie de tisser aussi des relations très étroites avec la Méditerranée parce que le Maroc fait partie de la Méditerranée. Donc, les liens entre le Maroc, l'Espagne, le Portugal, ce sont des liens très forts. Donc, le Maroc est au confluent de plusieurs mondes. Et pendant longtemps, nous avons cru un instant que le Maroc était perdu pour l'Afrique. Et lorsque le Maroc s'est retiré de l'Union africaine en 1984, nous avons cru que c'était fini. Donc, le nouveau repositionnement du Maroc sur le continent doit se faire de façon claire, de façon à ce que dans les représentations des uns et des autres, qu'il n'y ait plus de litige. Il ne faudrait pas qu'on doute si le Maroc est à l'Afrique ou n'est pas à l'Afrique. Voilà de façon résumée
ce que je voudrais suggérer comme réflexion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les intervenants sont d'une discipline absolument remarquable. Je les en remercie. Le suivant, c'est M. Idrissi. C'est ça. Il est déjà en place. Donc, permettez-moi d'abord de remercier infiniment les organisateurs de ce colloque fort important pour m'avoir associé à cette manifestation qui donnera date par l'espace de débat qu'elle a créé d'abord et par les sujets qui ont été depuis 2 jours qui ont fait l'objet de pas mal de perles. J'ai retenu un certain nombre de têtes de ligne et c'est ce qui va argumenter un petit peu les propos de mon exposé tout à l'heure. On a entendu parler de la nécessité de créer une masse critique d'intelligentsia pour édifier des stratégies de développement partagé et concerté. Très nécessaire. Comment peut-on faire que le Maroc puisse devenir un œuvre d'échange à tous les niveaux? Et il a les moyens et les capacités. Comment peut-on faire que cet espace qui est le Maroc soit réellement l'interface qui puisse promouvoir les espaces de débat alternatifs, comme ceux de ces 2 jours. On a souligné un petit peu l'importance capitale du savoir, du renforcement des capacités, du ciblage des filières les plus adéquats au développement dans ses dimensions économiques, technologiques, sociales et culturelles. Donc tout ça pour dire que je suis de ceux qui croient, bien sûr, on est tous encadrés par les beaux discours et par quelque chose qui est méga politique, mais je crois qu'il faut commencer d'abord par balayer au seuil de nos portes et faire avec ce qu'on a entre les mains. Alors je vous expose ici aujourd'hui un témoignage, disons, c'est pas une communication, de ce qu'on essaie de faire à l'université Abdelmalek Sadi, au nord du Maroc. Et quand on parle du Maroc en tant qu'interface, au nord du nord, c'est-à-dire à Tétouan, à 12 km de l'Europe, on vit au quotidien cet échange, cette osmose entre l'Europe et l'Afrique. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de choses entre les mains avec lesquelles on peut commencer et concrétiser des résultats sur le terrain. Alors, sur ce plan, on a mis en place un programme ambitieux qu'on a nommé Université du Maghreb enseignement inclusif, c'est-à-dire comment le Maroc, l'Algérie et la Tunisie puissent mettre en place tout un système d'enseignement inclusif qui prête attention à l'autre, qui tend la main à l'autre et qui travaille avec l'autre. Ce sont des programmes campus ici de l'Union européenne qui sont financés par l'Union européenne. Et je rebondis juste sur une réflexion. Si parfois on n'est pas satisfait de la coopération avec l'Europe, il faut créer l'alternative. Il faut faire d'autres choix. Alors j'appelle comme recommandation pour créer une commission africaine pour le développement, la promotion de la recherche et du développement. C'est un programme ou un projet qui est basé tout simplement sur 3 notions majeures, l'inclusion, l'égalité des chances et la solidarité. Et on a cherché à mutualiser les efforts entre ce qui se fait en Europe avec des notions clés que dans le processus de Bologne, ils insistent sur que les systèmes d'enseignement et de formation équitables qui visent à offrir possibilités, accès, traitement et résultats indépendamment du milieu socio-économique et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des désavantages en matière d'éducation. On l'a dit tout à l'heure, il faut aller vers l'autre, être à l'écoute de l'autre, engager la discussion et essayer de trouver des solutions partagées et en parfaite concertation. Le Maroc n'est pas en reste puisque la Constitution, dans sa préambule, le stipule d'une manière on ne peut plus claire, bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, de l'handicap ou de quelque circonstance professionnelle que ce soit. Donc des idées simples mais fondatrices pour aller de l'avant. Donc autour de ça, on a ciblé 3 groupes cibles à l'université de Abdelmalek Sadi et l'université Hassan de Mohammedia et l'université Ibn Zahra Agadir comme 3 universités pilotes. L'idée c'est d'étendre cette expérience à la totalité des universités marocaines. Les groupes cibles ici qui nous intéressent pour le moment, c'est le groupe des étudiants étrangers, aussi soumis à l'élément géographique. Et là, on a mis en place tout l'outillage qui nous permet d'être en contact directement avec ces étudiants étrangers d'une manière générale, mais subsahariens d'une manière particulière,
Alors on a créé, institutionnalisé des cellules d'appui, de sensibilisation, d'accompagnement et de médiation qu'on a appelées les CASAM. Bon, avec bien sûr des rencontres d'une manière périodique, avec les présidences, avec les établissements, toutes les facultés, les instituts, les écoles supérieures. Et on a constitué un consortium, c'est nécessaire, tout à l'heure ou hier, il était question de pouvoir travailler avec l'appui des consortiums. On ne peut pas travailler tout seul. On l'a compris au nord du Maroc, à l'université Al-Maqsadi, tous les grands projets porteurs ne peuvent pas réussir si on n'est pas adossé à un consortium solide. Pour nous, l'occasion c'était de travailler avec un consortium, pour cette fois-ci entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais bien sûr avec nos partenaires européens. Donc je vous passe ici le nombre de pays qui font partie de ce consortium en Belgique, France, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni, Slovaquie, l'Algérie, bien sûr, la Tunisie. Et puis on a travaillé avec la société civile, c'est très important d'avoir cette main tendue à la société civile qui nous étonne souvent par son savoir-faire actuellement et par son engagement. Et ça nous sort un petit peu des sentiers battus, des discours creux qu'on a tendance à entendre dans les sphères politico-politiciennes. Donc la société civile est un partenaire à considérer d'une manière hautement importante. Il faut mettre en place des démarches et des outils de travail. Alors ce qu'on a fait, c'est d'abord on a commencé par dresser un état des lieux, un diagnostic dans nos universités. Ces étudiants étrangers, d'où ils viennent, quelles sont leurs nationalités, quels sont leurs problèmes, leurs nombres, leurs filières, à quoi ils s'intéressent, c'est quoi leur devenir, etc. Et le travail en focus group, ça c'était le premier pas de travailler avec ces étudiants, ce qu'on appelle comme adage, travailler avec eux pour eux. Donc il faut être vraiment à l'écoute et il faut consacrer du temps pour déceler les problématiques qui sous-tendent nos universités marocaines. Alors il y a quelque chose comme 65 nationalités dans nos universités marocaines, avec bien sûr une grande majorité écrasante de nationalités subsahariennes. Exemple d'Al-Maqsadi, sur 56 000 étudiants que compte l'université, on n'a même pas 1000 étudiants qui constituent quelque chose comme 1,64%. C'est encore un chiffre infiniment petit. Ça traduit tout l'effort qu'il faut mettre en place pour accueillir davantage d'étudiants et pour mobiliser davantage de ressources humaines qui sont le capital de l'intelligentsia de demain. On a fait tout le travail statistique de voir où vont ces étudiants, par quelle faculté. Vous voyez ici d'une manière rapide que la majorité de ces étudiants, ils vont soit dans des facultés de sciences juridiques, économiques et sociales, ou dans des facultés de sciences, et ça se dispatche sur un certain nombre. Les écoles d'ingénierie ne décrochent que quelque chose comme 1%, 3%, donc on est dans la massification des bourses qui se donnent soit au droit, à la littérature et à des disciplines scientifiques de manière générale. Le tableau ou l'histogramme devant nous, il retrace un petit peu la répartition par pays en Afrique, et on a la présence massive des Guinée-Bissau, des Guinée du Mali, du Congo, etc., par sexe masculin et féminin, et on les trouve répartis par établissement également. On ne peut pas se mettre à leur place si on ne crée pas l'espace de débat, si on ne se met pas à l'écoute de ces étudiants. Ici, nous sommes avec des représentants des amicales, des étudiants subsahariens qui se trouvent uniquement à l'université Al-Maqsadi. Je vous laisse le soin d'imaginer le nombre de discours, de discussions, de débats qu'on a eu avec ces étudiants. Ils ont le verbe facile et ils ont le courage de dire les choses. Donc on a appris énormément par ces focus group, par ces ateliers participatifs. De là, on est sorti avec un SWOT où on retrace et on sait maintenant où sont les points de force de ce système d'enseignement supérieur au Maroc offert aux étrangers, les points de faiblesse, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. On connaît exactement les potentialités à mettre en place et les menaces qui sont réelles là pour notre système ou pour ces étudiants. Mais on a hiérarchisé également les priorités et les souhaits exprimés par les étudiants étrangers. 2 ou 3, avant de passer à d'autres, c'est de veiller à rendre la procédure d'inscription à l'université plus rapide et moins compliquée, c'est une difficulté qu'ils vivent, mettre en place une structure d'accueil qui faciliterait la tâche aux étudiants étrangers en termes de démarches administratives,
de logement et d'information, j'en passe. Mais le plus à retenir, c'est que les priorités ne reflètent pas un souci majeur, comment canaliser, fédérer les efforts pour que demain cette intelligence, ces ressources humaines, soient dirigées vers des orientations, des filières porteurs pour le développement, le co-développement et pour tous les secteurs stratégiques du développement qu'on a évoqués tout ce matin. Bon, bien sûr, des sites web, je vous invite tout à l'heure, je vais vous distribuer à volonté, j'ai une dizaine d'exemplaires d'une publication avec un film documentaire qui retrace tout ce cheminement, avec toute l'information, et ça s'est révélé très important de mettre en place un site web et également des réseaux sociaux. Ces étudiants étrangers sont ingénieux dans la discussion à travers le Facebook, le LinkedIn, etc. Donc c'est des choses qu'on a entre les mains, qu'on peut à partir de demain les dynamiser pour créer le débat et pour créer l'échange entre étudiants étrangers, entre corps professoral et administration. On a mis en place une charte de valeurs dont les grands titres ce sont de créer ou de se mettre d'accord sur les principes d'équité, sur les principes de responsabilité et sur les principes de développement personnel et les principes de mutualisation. Je vous passe dans la publication, il y a des détails de tout ça, mais tout le monde a enrichi et nourri ce débat pour qu'on se mette d'accord sur les principes de valeur partagés et qu'on peut conduire ensemble pour mettre en place un système d'enseignement supérieur porteur pour tout le monde. Bon, les résultats atteints rapidement, c'est que les états du luxe, on les connaît actuellement, on n'est pas devant une boîte noire, on sait, ces étudiants, quelles sont leurs aspirations, leurs problèmes, à quoi ils tendent, quelles sont leurs difficultés. Il y a un degré de sensibilisation des partenaires socio-économiques, de la société civile et le large public. Il y a les problèmes qui sont connus, les défis qui sont appréhendés et des pistes de réflexion pour les atténuer ou les résoudre sont balisées. Donc, c'est des outils, c'est des éléments de réflexion qu'on a entre les mains. Et je crois, en proposant de créer des espaces de débat alternatifs, l'université pourrait se révéler un espace idéal pour animer tout ce débat et pour mettre en place le protagoniste à ce genre d'échange. Donc, les livrables, on a publié un certain nombre de documents, et tout ceci a encouragé nos partenaires européens de voir avec un œil, disons, de satisfaction notre deuxième proposition, qui est le deuxième projet, grand projet. Vous le voyez, des sommes assez importantes, quand on garde 1 million d'euros pour financer ces projets, et qu'on a appelé en ce moment-là Réseau des universités marocaines pour un enseignement inclusif. 1 million ou bien 1 million? Non, 1 million d'euros, pardon. Bah, il y a quelque chose. Donc, non, 1 million. Pas 1 milliard. Le reste, c'est nous. Le reste, c'est un lapsus. 999 millions d'euros. D'accord. Alors, c'est un projet qui démarre cette année. Il est établi sur 3 ans. Alors, j'invite tout le monde, les universités qui sont partenaires. On a avec nous maintenant 10 des universités. Mais il reste le travail de consulat, des ambassades, des partis, de la société civile, pour faire de ce projet un lieu de ce débat. Et pour donner un continuum à ce genre de conférence, pour que ce soit un petit peu la partie prise de tout ce beau monde qui se trouve dans nos sociétés pendant 4-5 ans. Donc il ne faut pas négliger ce volet-là. On est avec des étudiants qui viennent au Maroc, qui s'inscrivent et qui sont là pendant 4 ans ou 5 ans, mais on ne sait pas après quel cheminement ils vont suivre. C'est quoi le retour de bénéfices par rapport à cette formation? Est-ce que ça serait pour une stratégie de développement partagé, concerté, ou c'était uniquement des diplômes décrochés à la va-vite et ça n'a aucun lendemain? Donc ici, une carte qui retrace un petit peu les nombres d'universités qui sont impliquées dans le nouveau projet, avec également nos partenaires européens. Le tout est de mettre maintenant en place une structure pour que ce genre de projet puisse avoir une continuation, un continuum vers les pays subsahariens, vers les pays africains. Que pour demain, cette carte ne serait pas uniquement des points de localisation entre l'Europe et le Maroc, mais des points de localisation entre l'Europe, le Maroc et le reste des pays subsahariens. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une bonne nouvelle. L'Union européenne met en place un programme ambitieux qui s'appelle Erasmus+, je ne vous apprends pas grand-chose, et le programme Horizon 2020. Et ces deux programmes-là, ils sont ouverts aux pays africains, ce qui n'était pas le cas pour le programme Campus. Donc je pense, en mutualisant les efforts,
en nous concertant, on pourrait construire ensemble des projets ambitieux de développement qui va du Maroc jusqu'à les autres pays subsahariens, en nous appuyant bien sûr sur l'expérience, sur l'expertise de l'Union européenne, mais en la contextualisant au contexte géopolitique africain. Et je vous remercie. Donc, je vous offrirai tout à l'heure, j'en ai une dizaine de Merci beaucoup. Bon, le service premier. Bon, le dernier intervenant sur ma liste, si je ne me trompe, c'est M. Ahmed. Voilà. J'ai amené ça comme des cadeaux. Est-ce que c'est suffisant pour tout le monde? Malheureusement, je ne pouvais pas transporter une centaine. Ça, c'est dans ma valise. Ça, c'est pour les étrangers, pour nos amis africains, pour les Marocains, je m'engage pour leur apporter d'autres exemples. Qui sont plus riches que les Marocains. Moi, je suis africain. On ne vend pas, on ne vend Il vous offre cela, donc ce n'est plus un problème de richesse. Merci. Allez, monsieur, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Je connais Mohamed de l'Institut des études africaines. Tout d'abord, je commence par remercier les organisateurs de ce colloque, d'une grande importance, aussi par rapport à l'intitulé, le choix de la thématique. Le Maroc, j'ai dirais que l'intitulé de colloque, par exemple, aurait pu être le Maroc dans son espace africain. Le Maroc dans son espace africain ou le Maroc dans la récupération de sa profondeur africaine, bien évidemment, parce que le Maroc a toujours été africain. La question a été posée, permettez-moi de commencer par cette remarque, tout à l'heure, de savoir ce que le Maroc attend de l'Afrique. Le Maroc n'est rien sans l'Afrique, en quelque sorte, parce que l'Afrique, c'est l'histoire de Maroc, l'Afrique, c'est l'identité de Maroc. Et donc, cet effort, ou ces efforts consentis récemment par la diplomatie marocaine de récupération de l'identité africaine de Maroc sont louables et très importants. Donc, cet espace, le Maroc, dans cet espace africain, était parasité par quelques turbulences, en quelque sorte. La turbulence d'abord coloniale. La turbulence coloniale parce que, étant donné la malédiction géographique, en quelque sorte on va dire ça, quand on parle de la distance, de l'éloignement de Maroc de son espace africain, c'est une malédiction géographique. Mais que le Maroc, grâce à la perspicacité de sa politique, en Afrique, il est en train de traduire en bénédiction. Parce que nous sommes en présence de cas de la coopération triangulaire et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des conflits politiques liés à la période coloniale, et quand on interroge aussi les relations entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne, il y a aussi de l'incompréhension. La distance géographique a muté ou s'est transformée en incompréhension. On est loin et proche, proche et loin. Loin par rapport à la distance géographique, proche par rapport à notre histoire. Proche par rapport à tous les dénominateurs communs que nous avons, loin par rapport à l'intégration africaine que nous n'avons pas encore atteint. Donc, pour ne pas